Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. On commence avec les nouvelles et petit rappel, nous avons l'ICO d'Art Kendai qui se termine ce week-end pour ceux qui veulent participer justement à cette société qui finance l'art, donc n'hésitez pas à regarder notamment la vidéo que j'ai faite cette semaine dessus, c'est intéressant, si jamais vous êtes en tout cas intéressé en financer dans l'art. On continue dans les nouvelles, nous avons Goldman Sachs qui offre le premier prêt backé au Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut emprunter en laissant tout simplement comme collatéral des BTC, et donc c'est excessivement positif parce que ça montre que justement les actifs numériques sont considérés comme étant des actifs suffisamment cohérents et du coup solides pour pouvoir tout simplement emprunter, et encore une fois on pose la petite pierre sur notre route de tout simplement de l'adhésion globale des crypto-monnaies. On continue avec justement le chiffre que je vous avais donné la dernière fois sur le Q1 2022. Je vous avais dit 1,5 milliard de dollars qui avaient été dérobés par les criminels lors de hacks majoritairement. En fait c'est 1,3 déjà, et ensuite on a un petit complément d'information qui est que 97% de ce volume a été, en l'occurrence, dérobé dans de la DeFi à travers des hacks de protocole. On s'en doutait déjà, mais c'est intéressant d'avoir quand même le chiffre. On se demande du coup les 3% qui manquent, ils proviennent d'où? Mais bon, enfin, voilà, on le sait déjà, mais néanmoins, voilà, c'est 97% de la DeFi, ça montre à quel point la complexité de tout simplement de la sécurisation est vraiment importante, et c'est une des problématiques à régler pour avoir une explosion vraiment réelle de la DeFi, avoir une notion de sécurité, et ça va être essentiel. En parlant de sécurité, on a encore un petit hack qui a eu lieu, Deus Finance qui s'est fait exploiter 13 millions de dollars. Alors vous allez me dire, pour la DeFi c'est peu, mais ça reste quand même beaucoup, on ne l'oublie pas, à travers justement une technique classique qui est le flash loan. Alors le flash loan, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt que l'on effectue pour le temps d'un bloc, c'est-à-dire que tout simplement sur la blockchain, on crée un prêt au début du bloc, et on doit, à la fin du bloc, avant qu'il soit enregistré, rembourser ce prêt. Donc ça permet de lever des gros montants, de faire une action très vite, et ensuite tout simplement de rembourser, c'est le principe du flash loan, et à travers un flash loan, ils ont vidé tout simplement les pools de Deus Finance. On continue, cette fois-ci on sort un petit peu de la crypto, mais pas tant que ça. On va avoir Meta de Facebook qui a annoncé en tout cas que son projet, que l'unité qui gérait ce projet avait perdu 2,9 milliards sur le Q1 2022. Alors, peut-être que c'est aussi la politique globale, hein. On n'oublie pas leur annonce que sur les NFT qui étaient créés sur Meta et sur leur métaverse Meta étaient ponctionnés de plus de la moitié. Bon, bah forcément, c'est compliqué pour les créateurs, et c'est compliqué de se dire qu'il y a un avenir dessus tant qu'il y a ce business model qui rentre en compte aussi fortement dans l'évolution dessus. À savoir qu'on est vraiment dans une phase d'explosion, et donc c'est totalement aberrant de voir des choix comme ceci. On continue, nous avons un chiffre qui a été donné, qui est que 34 millions de Brésiliens ont investi en crypto-monnaie, et c'est KuCoin qui nous remonte ça. C'est juste colossal, je ne pensais pas que c'était autant, mais c'est vraiment colossal, et ça nous montre à quel point justement la crypto-monnaie a un impact dans les pays, que ce soit sud-américains ou aussi africains, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui utilisent, enfin en tout cas qui investissent dans cette crypto-monnaie, et c'est intéressant de voir que justement on a une adhésion au fur et à mesure avec différents pays qui l'adoptent, enfin 2 pays pour l'instant, mais néanmoins on a beaucoup de pays qui commencent à le régulariser et d'autres qui l'adoptent, donc peut-être que c'est vraiment le début d'une accélération de l'adhésion des crypto-monnaies. On continue parce que justement il y a encore une petite pierre qu'on pose sur un petit pavé qu'on pose sur notre route, avec justement le CEO de PayPal qui dit qu'il va justement doubler ses efforts pour justement la création de digital wallet. Et ça, c'est très important. Quand on voit justement une société comme PayPal qui commence à fortement investir dessus, ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Bonne voie, oui, mais on a quand même un gros mais, c'est que on a un rapport qui est sorti, qui regarde les volumes d'échanges sur les différents exchanges,
Et on voit qu'en avril, on a encore perdu 16%. Et en l'occurrence, c'est le 6e mois consécutif où le volume descend. Pour vous faire une comparaison, on a 71% moins de volume qu'en octobre 2021. Et ça, c'est vraiment important à le retenir parce que ça prouve à quel point les exchanges sont en manque de liquidité, sont en manque de fees. Donc forcément, à un moment donné, quand on n'a plus, parce que la majeure partie des financements qu'ils ont, c'est lié aux fees, et donc du coup, c'est aux frais de transaction, et si on a moins de transactions, donc on a moins de fees, donc on a moins de CA, donc il faut réfléchir à comment créer justement du chiffre d'affaires avec ça, avec une diminution, et donc on a un manque de liquidité sur les exchanges, donc on va avoir une manipulation supplémentaire. C'est ce que je vous explique depuis un certain temps, mais ça se voit, et ça se voit encore aujourd'hui, notamment sur la partie technique, sur la bougie d'hier, sur la bougie weekly qui est en train de se faire aujourd'hui, on voit qu'il y a justement moins de volume, et ça c'est important à retenir. Les gens ont tendance justement à ne pas acheter sur ce type de marché, alors que, voilà, classiquement, on n'achète pas quelque chose qui est en pleine explosion, on vend quelque chose que tout le monde achète, et on achète quelque chose que tout le monde vend. C'est le même principe, c'est que là, on est dans une phase qui est intéressante. Bon, bah voilà. Ça attire peu de monde, il y a beaucoup moins de communication autour de tout simplement des crypto-monnaies, on a moins de spéculation, moins d'injection de fonds, et donc forcément on va avoir une diminution au niveau d'exchange et une problématique de liquidité que l'on a depuis quasiment janvier. On continue on termine même avec Argent, qui réunit encore une levée de fonds de 40 millions de dollars. Donc malgré tout ce qui se passe, on continue toujours à avoir des levées de fonds. Alors pour rappel, Argent c'est quoi? C'est un wallet Ethereum, et qui va justement, grâce à cet argent, c'est une startup londonienne qui va pouvoir se développer et proposer des produits sur Ethereum, et notamment des wallets. Et donc c'est important d'avoir plusieurs typologies de wallets qui correspondent pourquoi pas à tout simplement des spécificités. L'important c'est qu'on ait derrière une cohésion au niveau de l'univers et l'écosystème des crypto-monnaies. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles, on attaque avec l'analyse technique. Petit rappel habituel, nous sommes dans un schéma héliotiste vague 1, vague 2, vague 3, terminé en avril, vague 4 en cours de construction, avec un retracement A, B, C. Le A est égal au C avec le point le plus bas qui a été fait à 32 590. On peut dire que cette vague 4 peut être terminée, néanmoins étant donné que nous avons fait une extension au niveau de la B, j'ai tendance à penser qu'on peut attendre une extension au niveau de la C, une extension qui va potentiellement descendre en dessous de 32 590 et voire justement descendre en dessous de cette barre fatigue des 29 000, 30 000 qui est cette AR ici, et potentiellement même descendre, pourquoi pas un petit peu plus bas pour combler ce gap au niveau du CME. Mais voilà, c'est pour l'instant des hypothèses. On garde l'hypothèse tant qu'on n'a pas invalidé. L'invalidation se passe avec une cassure franche et validation de la cassure à 52 250. Donc on le garde en tête, à savoir que nous avons cette C qui est découpée en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Nous avons fait la vague 4 en ABC, et là actuellement on est sur un début de vague 1, avec potentiellement un retracement de vague 2 pour ensuite faire vague 3, vague 4, vague 5, et terminer justement cette zone-là. On continue avec ici cette schématique, quelque chose qui nous montre cette vague A, B, C, donc ce retracement 4. Nous voyons que nous sommes sur du 1 pour 1. Idéalement, on pourrait avoir une extension pour aller sur les 50 et 52 000. Donc, est-ce qu'elle est vraiment terminée, cette vague 4 ? J'ai tendance à penser que oui, mais on garde en tête que possiblement on peut remonter un petit peu plus haut. On peut remonter un petit peu plus haut pour plusieurs raisons. Première, c'est que nous avons ici une distribution de Wyckoff en BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Donc distribution, volonté baissière d'aller justement plus bas. Nous sommes sur l'UT, nous avons une chute l'UT. Tant qu'on ne casse pas le SO, donc les 34 000, la distribution n'est pas terminée. D'accord ? La validation de la cassure de la distribution se fait par une cassure du SO. Donc on peut très bien encore remonter chercher l'UTAD et ensuite faire la chute. Voilà, l'UTAD, objectif
dans cette zone-là, même si l'objectif 55 000 est un petit peu haut, pourquoi pas, mais dans tous les cas, 52 000 me paraît un objectif cohérent. Cohérent parce que nous sommes aussi dans une grosse accumulation, avec un SC, AR, ST, AR, STB, on attend le STB. Le STB, c'est une chute pour pouvoir prendre la liquidité en dessous du SC, et ensuite repartir à la hausse, donc qui est une accumulation classique, quelque chose qui est très haussier, mais on doit avoir une descente, selon Wyckoff, pour pouvoir après repartir avec plus de liquidité à la hausse. Et là on pourrait très bien avoir une prise de liquidité tout simplement, parce que nous avons le psy qui se trouve ici, donc on pourrait avoir une prise de liquidité ici en faisant un AR très agressif dans les 52 000, pour ensuite chuter, faire le STB et repartir à la hausse. Ce serait une schématique très classique de Wyckoff. À côté, nous avons notre petite descente qui s'effectue de l'UT, découpée en 5 vagues, avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 qui, pour moi, n'a pas encore atteint son objectif. On voit que le 0,618 se trouve dans les 37 200, 300 à peu près. Et on voit qu'on commence à avoir une divergence haussière qui se met en place au niveau du cours sur du daily. Donc c'est excessivement positif avec un redépart à la hausse. Donc on pourra avoir un retravail du cours à la hausse une fois qu'on aurait terminé justement cette zone-là. Un retravail qui pourrait être effectué dans la zone des 46 000 pour avoir un retest et une cassure baissière. Et si on casse l'UT, donc au-dessus des 48 000, à ce moment-là, l'objectif c'est l'UTAD pour ensuite avoir une cassure et un breakdown pour redescendre ensuite. Voilà un petit peu le schéma long terme, moyen terme pour pouvoir continuer un petit peu ce qui se passe. On attaque le 1 heure pour voir justement ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus ou moins l'hypothèse qu'on avait émise hier matin s'est corrélée. Je vous avais notamment dit que dans cette chute à plusieurs étapes, tant qu'on ne breakait pas cette zone ici, le dernier étape à 40 800, pardon, on n'était pas dans un break-off structure, donc on n'avait pas un retour aussi, on n'avait pas terminé le spring, et tant qu'on n'a pas fait ce break-off structure, on est toujours dans un spring qui est en descente. Certes, on a atteint le 1,618, qui est quelque chose d'important, mais on n'est toujours pas allé travailler cette zone ici qui se trouve dans les 37 000, où on a plusieurs appels de prix. On a l'appel de prix de 1,618 qui est la première impulsion baissière, on a l'objectif 2 de cette seconde impulsion baissière, et du coup on avait tracé tout simplement une continuité de tendance par rapport à cette zone-là, à cette impulsion baissière ici, et au retracement qui avait eu lieu jusqu'au 0,5 je crois, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, et je vous avais dit que potentiellement on allait chercher plus haut, le 786, parce que ça me paraissait justement cohérent par rapport à notre objectif. Alors on va remettre exactement, parce qu'on est allé un petit peu plus haut que le 786, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit vraiment une corrélation au niveau du 37 300, avec justement deux objectifs qui commencent à se corréler très fortement. On a deux objectifs que je vais vous montrer, qui sont les résistances Ishimoku Weekly qui se trouvent là-dessus, donc qui sont aussi excessivement cohérentes en termes tout simplement d'objectifs pour une continuité baissière. Tant qu'on ne break pas, ici c'est 40 800, on aura une continuité baissière. Et on va voir qu'il y a aussi d'autres indications qui nous montrent ça. On va aller regarder un petit peu l'Open Interest Pass Strike, parce que je vous avais tout simplement dit qu'on avait quand même du volume, donc ça c'est celui d'aujourd'hui qui a été clôturé, on avait quand même du volume, un maximum price à 40 000, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé tout simplement chercher ces 40 000 pour clôturer à peu près à cette zone-là, et donc être au plus proche du maximum price, et donc faire au plus mal. Donc on a bien validé cette zone ici, ça me paraît cohérent, et donc là à l'heure actuelle on va pouvoir avoir une continuité du mouvement qui a été donné, donc là dans l'état actuel, une continuité baissière. Continuité baissière parce qu'on a aussi d'autres indicateurs. Si on regarde un petit peu l'order flow, voir un petit peu comment ça se déroule et comment sont positionnés les gens, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une contraction ici du coup, une diminution des longues, une augmentation pardon, des shorts, on a une diminution de l'open interest qui est en train de se faire, le ratio market cap qui descend enfin, donc ça c'est excessivement positif, ça veut dire qu'on est en train d'alléger le train. Néanmoins, on a quand même un schéma qui est en train de se mettre en place avec des positions longues majoritaires, donc qui sont en train de pousser, et quand on regarde un petit peu les schématiques que l'on a, on retrouve des similitudes ici avec une baisse qui est en train de se faire au niveau du long short account. Alors là, on n'avait pas forcément les volumes qui étaient, si on commençait à avoir les volumes qui commençaient à remonter en longue, donc on commençait à avoir une inversion de la tendance qui était en train de se faire, et ensuite on a eu le break qui s'est effectué. Et donc là, on est en train de se schématiser un petit peu comme ça. Si on regarde aussi sur cette
partie ici, nous avons aussi une diminution du ratio qui est en train de se faire, une augmentation des longues au niveau des positions. Et pareil, on a un break qui est en train de se faire. Donc là, on pourra avoir une indication d'une chute pour aller retester le niveau plus bas. En tout cas, voire même faire un tout petit peu plus bas au niveau des 37 000, justement 300, qu'on a donné. Important ce niveau-là, parce que si on regarde Ichimoku, donc là on est sur du daily, j'ai noté la résistance weekly Ichimoku qui se trouve dans cet objectif ici à 36 923, on va dire 37 000. On a tout simplement toujours ce setup un peu parfait au niveau de la mise en place d'un short qui est en train de se mettre justement de se corréler. On voit que on a tout simplement retravaillé l'écart que l'on avait. On a encore un petit peu d'écart ici, mais ça reste cohérent. Là, on est en train de retravailler pile poil. Donc, je pense qu'on est en train de se positionner sur potentiellement un rebond et une continuité baissière avec un short qui pourrait se déclencher fortement au niveau, en tout cas d'Ichimoku, avoir une continuité de short qui va être effectuée. Donc là, on garde vraiment cette idée-là importante. Alors, au niveau weekly, et c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction, c'est que on voit ce type de bougie-là, il y a très peu pour une semaine comme ça. Alors certes, elle est comprimée, donc une forme d'indécision très forte, mentalement, c'est très compliqué quand on voit une bougie comme ça qui est en train de se clôturer, mais il est essentiel de comprendre que déjà, elle n'est pas encore clôturée, on n'a pas encore terminé la semaine, néanmoins, quand on voit une bougie comme ça montre vraiment qu'on a très peu de liquidité et qu'au sein des personnes qui sont encore présentes, on a une indécision excessivement forte. Parce que on le sait, que si jamais on break les niveaux importants des 37 000, on sait que ça va être tout simplement très bas, avec une possibilité de break des 34 100 ici. Et donc si on break les 34 100, ça veut dire que on va éclater le niveau le plus bas. Et après, derrière, on a un petit peu peur, parce que les prochaines grosses résistances, elles sont basses. Elles sont ici, à 23 000 pour l'Ichimoku, une très très grosse résistance qui se trouve ici. On a un niveau un petit peu plus haut à 25 000, mais en termes d'Ichimoku, on sait que celle de 31 000, elle est un peu ledge, mais voilà. On sait qu'on a quelques paliers, mais on n'a pas grand-chose, hein. Là, après, c'est vide. Donc quand on traite du Ichimoku, là on se dit, il y a quand même des problématiques. Après, quand on structure sur justement des structures sur du week-off et de l'order flow, on sait que là on a une zone simplement qui va être fortement descendue, les 30 000. Donc globalement, on pourra avoir une réaction excessivement haussière avec une prise de liquidité. Avec cette prise de liquidité et donc un rebond technique ici, et si jamais même on va taper en dessous, je pense qu'on aura une réaction excessivement forte avec une prise de liquidité forte. Donc moi je m'en fais pas trop dessus, mais il est important de comprendre que en fonction de ce que les tout simplement techniques utilisées par les traders, on n'a pas forcément la même vision, avec pas forcément les mêmes peurs, et là on voit que c'est une bougie de peur qui est en train de se mettre en place, et que c'est une bougie tout simplement d'indécision et de combat excessivement fort où on va avoir deux typologies. On a une peur de la croissance et on a une peur de la chute qui s'oppose et qui est en train de se faire et qui est vraiment très comprimée. La compression comme ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir tout simplement un éclatement du cours qui est en train de se préparer, donc un mouvement très très fort qui pourrait arriver, surtout qu'on est en train de clôturer le mois. Donc on va voir comment on va clôturer ce mois-ci. Et si on regarde la clôture de ce mois-ci, voilà, on a quand même une belle bougie bien rouge sur une clôture. L'important serait de ne pas casser justement de clôturer en dessous de cette bougie-là, ce sera intéressant. Juste pour éviter d'avoir mentalement sur un mois d'avril qui est censé être le mois de printemps et un mois agressif en termes de volume haussier. Là on voit que ça va pas être le cas. Et donc là-dessus, forcément, ça va jouer. On termine sur le Nasdaq, parce que tout simplement, j'ai oublié de vous le faire hier, honte à moi. Je l'avais noté, mais je ne l'ai pas fait. Alors, au niveau du Nasdaq, on va regarder un petit peu rapidement, dans un premier temps, Ichimoku, je le retirerai ensuite. On voit que, pareil, on a toujours ce setup un petit peu parfait pour pouvoir prendre un sell. On voit qu'on a eu un gros rebond. On a tout simplement retirer la distance que l'on avait ici, donc même principe au niveau du BTC, on a travaillé cette zone là pour avoir une continuité potentiellement baissière, donc il va falloir faire vraiment attention à l'ouverture du cours du Nasdaq pour plusieurs raisons, parce que déjà on tire ça, on voit qu'on a travaillé le retracement 236 ici, et on voit qu'on a été fortement rejeté, et donc ça veut dire que on est potentiellement sur une continuité baissière
que le break of structure important se trouve dans les 14 200. Donc on a quand même beaucoup à progresser dessus, et que même si on progresse, on pourrait avoir tout simplement une structure qui peut être effectuée jusqu'à un retracement de cette zone-là, qui correspond en même temps au 618, et donc avoir une continuité baissière, avoir un fake out. Donc hop, petit passage au niveau du break of structure, redescente et chute qui est effectuée. Donc là, on fait attention cette semaine. Est-ce qu'on va avoir un jour rouge avec ici, tout simplement, comme ça, une continuité baissière? Est-ce qu'on va avoir une continuité haussière qui va se structurer ici, quelque chose qui va se faire un petit peu comme ça, et ensuite un travail de cette zone-là pour avoir une continuité baissière? Voilà, ça va déterminer est-ce qu'on va partir sur ces deux schémas-là. Tant qu'on ne valide pas en fait un break of structure haussier fort avec une belle bougie ici, je me dis qu'on n'ira pas titiller cette zone-là des 15 200. Et forcément, break of structure important à avoir pour inverser la tendance. Hein, parce que là, la tendance, elle ne s'est pas inversée. Hein. On a touché cette zone-là, mais on ne l'a pas vraiment break. Cette zone, donc on n'a pas eu de break of structure, on est toujours dans une continuité baissière. Et ça, il faut vraiment le garder en tête, surtout que on pourra avoir une accélération très forte, parce qu'on a des objectifs qui se trouvent quand même dans les 12 000. 12 100, donc ça on a une grosse poule d'objectifs qui se trouve ici, et on commence à avoir une ligne de coups qui est fortement travaillée, et on pourrait très bien avoir une cassure, on a une indication du sel sur des Shimoku, on a, pour ceux qui font du chartisme, une possibilité d'accélération baissière avec une figure chartiste qui est en train d'être validée, enfin qui peut être validée, pardon, qui peut être validée, donc on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous disent attention. Et du coup, il faut avoir tout simplement cette idée-là, et être préparé à soit une augmentation, soit une baisse, mais dans tous les cas, avoir ces différents scénarios, et être préparé au mieux, et c'est le plus important. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.